Alors, nous reprenons pour le dernier set de la journée, en commençant donc un tour d'horizon des points de vue nationaux sur les solidarités en Europe. Et on va modifier un petit peu l'ordre qui était inscrit sur le programme, et je remercie beaucoup M. Safian et le professeur Mückenberger, car M. Magnet qui a des responsabilités démocratiques de maire de Charleroi, doit repartir assez rapidement et ne pourra pas rester jusqu'à la fin de la séance. Donc, M. Magnet est professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Il a été ministre-président de la Wallonie et s'est illustré à un certain moment de l'histoire récente de l'Union européenne dans le cadre de la négociation du CETA, qui est un accord du commerce dont je vous recommande la lecture, si vous avez des insomnies. C'est un document très, très, très long, ça peut servir pendant de nombreuses semaines. Et M. Magnet est auteur de nombreuses publications, et il a notamment fait paraître en 2015 un ouvrage qui s'appelle « La gauche ne meurt jamais », aux éditions Luc Pire, et un autre en 2017, « Quand l'Europe déraille ». Alors, je ne sais pas si les deux sujets sont liés. En tout cas, là, nous étions menacés de déraillement, manifestement. Donc, je vous donne la parole en vous remerciant encore d'être venu malgré votre agenda extrêmement chargé. Merci beaucoup, merci Alain Supiot, merci à toutes et à tous pour votre nombreuse présence. Je vais m'efforcer d'être bref puisque le président de séance vient de nous rappeler que nous débordions sur les délais. Et donc, sans faire de longue introduction, je vais effectivement vous parler de la question du travail et de l'organisation des formes du travail en Belgique, mais avec deux brefs caveats pour commencer. Le premier, tout d'abord, c'est que si je parle de la Belgique, c'est non seulement parce que je suis belge et que c'est le pays que je connais le mieux, et il vaut toujours mieux parler de ce que l'on connaît, mais c'est parce que je pense que la Belgique est aussi sur le plan des politiques sociales en général, quelque chose comme un creuset, un lieu qui a toujours été un lieu de brassage de différentes traditions et qui parfois anticipe aussi un certain nombre de synthèses qu'on peut voir ailleurs, et donc ça a peut-être un intérêt qui dépasse simplement les frontières de ce petit pays central. Et le deuxième caveat, mais j'ai été précédé par le rappel de mes publications récentes, c'est qu'effectivement je suis universitaire, mais je suis également politique et membre du Parti socialiste en Belgique, et que donc le point de vue que j'épouse est un point de vue qui s'inscrit tant d'un point de vue analytique que d'un point de vue normatif dans un cadre qu'on peut appeler social-démocrate. Donc comme ça, les choses sont clairement posées. Alors dans cette perspective social-démocrate, dans ce paradigme social-démocrate de la question du travail et de la protection sociale, comme on dit souvent dans la littérature, on peut considérer que même s'il y a eu des temps d'arrêt, même s'il y a eu des ressacs, même s'il y a eu des reflux, dans le temps long, la question du travail et de la protection sociale peut être perçue comme étant un progrès continu. Non pas un progrès constant, je le répète, il y a eu des reflux, il y a eu du temps d'arrêt, mais en tout cas un progrès continu. Et de manière très très schématique, beaucoup trop schématique, mais pour les besoins d'un exposé synthétique, on peut considérer que de la révolution industrielle à nos jours, cette question a été abordée en trois grands temps, trois grands S en quelque sorte. Le temps du salaire, le temps du statut et le temps du sens. Le temps du salaire, tout d'abord, entre les débuts de la révolution industrielle, au milieu du XIXe siècle, dans la plupart des pays européens, et jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, la question fondamentale, c'est la question du salaire. Dans la relation entre le travailleur et son employeur, le cœur de la conflictualité porte sur la juste répartition de la plus-value entre l'employeur et le travailleur, et c'est à travers les conquêtes des libertés syndicales et la constitution d'une capacité de négociation collective que va se construire cette question du salaire qui est l'essentiel de la question sociale pendant cette première période. Mais elle ne l'épuise pas complètement, puisque à peu près au même moment apparaît aussi et déjà la question du temps du travail et la question des conditions de travail, qui ouvre en quelque sorte, ou qui préfigure en quelque sorte le deuxième S, c'est le deuxième temps, le temps du statut. Je me réfère ici très brièvement aux travaux désormais classiques, pour ne pas dire canoniques, de Robert Castel, sociologue français du travail notamment, alors que le salariat, au départ, est perçu
par le mouvement ouvrier comme un enfermement, en quelque sorte, et qu'il cherche à sortir de la logique du salariat et à la remplacer par des formes de relations coopératives entre travailleurs, au bout d'un moment, et en particulier après la Première Guerre mondiale, plus encore après la Seconde, le mouvement ouvrier va considérer au contraire que le salariat en tant qu'institution, en tant que contrat, peut être perçu comme un cadre à l'intérieur duquel il est possible de construire un statut, un ensemble de droits qui vont renforcer à la fois la capacité de négociation du travailleur dans ses revendications, autant sur les salaires que sur les temps de travail et sur les conditions de travail, mais qui vont aussi permettre de constituer, à travers la sécurité sociale, une forme de salaire mutualisé et différé, des mécanismes qui permettent de protéger le travailleur contre les situations de non-travail, qu'il s'agisse de la retraite, qu'il s'agisse de la maladie, qu'il s'agisse du chômage, de l'invalidité ou, de manière plus ordinaire et plus joyeuse, des périodes de maternité, en particulier pour les femmes. Ce moment du statut qui court entre les années 20 et, je dirais, la crise du modèle keynésien dans les années 70, s'accompagne sur le plan de ce qu'on peut appeler un droit social européen et un droit social international, et j'en réfère ici à ce qui vient d'être dit et bien dit par Francisco Vasquez, par la reconnaissance progressive, timide, mais là aussi continue, de ce qu'on peut appeler un droit individuel à un travail librement choisi, et un travail librement choisi qui s'oppose donc par définition au travail forcé, mais qui va incorporer petit à petit non seulement le droit de travailler et le droit de choisir le travail que l'on veut occuper, mais également de plus en plus des revendications d'émancipation. On est là à travers donc l'encadrement du travail par les droits et la constitution d'une protection sociale, dans une logique que le sociologue suédois, dans les travaux tout aussi classiques, Gösta Esping Andersen, a appelé une logique de démarchandisation. On commence à faire sortir de la logique marchande un certain nombre d'éléments constitutifs de la relation de travail. On peut considérer qu'il y a un troisième temps qui s'ouvre. C'est toujours difficile de trouver une date exacte, mais qui s'ouvre à peu près dans les années 70 et qui dure encore jusqu'à nos jours, qui est un temps qu'on peut, j'avoue, pour que ça fasse 3S, qu'on peut appeler le temps du sens, c'est-à-dire le temps de la reconnaissance de l'importance à l'intérieur de la relation de travail d'un certain nombre d'éléments qui font sens pour le travailleur. Le travail n'est plus seulement fournisseur d'un salaire, il n'est plus seulement un cadre juridique qui énonce un certain nombre de droits dans le travail et en cas d'absence de travail, vient aussi, dans la prise en considération de la nature de la relation de travail, le besoin d'y intégrer l'aspiration légitime des travailleurs à trouver dans l'acte de travail une source d'émancipation et une source d'intégration sociale. Et là aussi, c'est une tendance lourde qui se manifeste également dans l'évolution progressive de la conception des rapports de travail dans le droit social international, autant dans les conventions de l'Organisation internationale du travail que, si on les relie, dans la Charte sociale et tous les documents européens dont Francisco Vasquez vient de nous parler à nouveau, et qui permet que s'affine cette notion de droit au travail librement choisi, perçu de plus en plus comme synonyme d'un travail qui est source d'épanouissement. Je renvoie sur toutes ces questions aux excellents travaux de mes collègues professeurs à l'Université libre de Bruxelles, Élise Dermine et Daniel Dumont, professeurs tous les deux de droit social. Cette nouvelle problématique du sens, elle se manifeste d'une part en pratique, pas seulement par des normes très générales, mais aussi par des pratiques sociales nationales et par de nouvelles législations qui portent par exemple sur la reconnaissance de problématiques internes au rapport de travail. Je pense par exemple à la législation sur le harcèlement, je pense aux législations sur les discriminations, ou plutôt à la lutte contre les discriminations. Je pense à la prise en considération de plus en plus importante également du droit des travailleurs de se former à l'intérieur de leurs relations de travail. Ne jamais oublier que Karl Marx, si on peut encore le citer, considérait que le droit à la formation professionnelle était le plus anticapitaliste des droits, puisque c'est le droit à la formation qui donne au travailleur individuel son intelligence et son savoir-faire, qui sont la meilleure manière pour lui de résister à la logique de domination, à la logique d'aliénation qui est inhérente à une forme de construction de rapports sociaux capitalistes. Et je pense également aussi, dans ce cadre, à la reconnaissance de certaines maladies professionnelles qui sont loin d'être nouvelles, mais qui commencent seulement à être reconnues, telles que le burn-out, par exemple. À côté de cela,
il n'y a pas que la prise en considération de ces éléments inhérents à la relation de travail, on voit aussi à la même époque que le droit social et les législations sociales et les pratiques sociales dans un certain nombre d'États membres de l'Union européenne en particulier, reconnaissent de plus en plus certaines relations entre le travail et d'autres activités au sein de la société comme étant légitimes, et on trouve une parfaite synthèse de cette évolution des perceptions et des mentalités dans le rapport déposé, et ce n'est pas seulement parce que c'est notre hôte que je le cite aujourd'hui, mais dans le rapport qu'avait coordonné Alain Supiot en 1999, Au-delà de l'emploi, déposé auprès de la Commission européenne, et qui était un diagnostic remarquable de l'état des débats sur la nature du travail à ce moment-là. C'est ainsi que est pris là aussi en considération de plus en plus, sont pris de plus en plus en considération à l'intérieur de la relation de travail un certain nombre de tâches accomplies par les individus qui n'entrent pas dans la logique marchande, s'occuper des enfants, s'occuper de ses parents, s'occuper des personnes malades, en quelque sorte une série de prolongements individuels de la logique de protection sociale fondée lors des décennies précédentes, mais c'est aussi, dans le même esprit et à la même époque, la prise en considération de certaines activités non marchandes mais socialement valorisées, comme l'activité syndicale, comme l'engagement politique, comme le bénévolat, et de plus en plus également comme le soutien à des secteurs tels que le secteur culturel, le secteur associatif et tous les secteurs le secteur du sport, qui fonctionnent avec du bénévolat et qui, tout en n'étant pas rentables au sens du marché, sont considérés comme devant être valorisés et donc devant bénéficier d'un certain nombre de soutiens publics. Ces soutiens publics, ils vont d'ailleurs s'exprimer à ce moment-là à travers une palette d'instruments extrêmement diversifiés, et c'est l'occasion d'une série d'innovations. Alors, ces techniques prennent des mots un peu différents d'un pays à l'autre, mais elles ne sont fondamentalement pas très, très différentes. Ce sont les crédits temps, le temps que l'on peut prendre sur son temps de travail pour faire autre chose, pour s'occuper de ses enfants, pour se former, par exemple, les congés thématiques, dans la même logique, ce que l'on appelle en Belgique, je ne sais pas comment on dit en France, les périodes assimilées, c'est-à-dire des périodes de non-travail telles que le congé de maternité, par exemple, qui sont néanmoins prises en considération pour le calcul de la retraite ou d'autres prestations sociales. Les dispenses de recherche d'emploi, le demandeur d'emploi est supposé être toujours disponible sur le marché du travail et toujours chercher un travail, mais dans certains cas, s'il se forme, par exemple, on peut l'en dispenser, ou encore, technique très largement utilisée, les réductions de cotisations sociales. Alors, de tout cela, la Belgique a été un exemple assez parfait, et même un exemple assez paradigmatique, d'une certaine manière un laboratoire de l'ensemble de ces pratiques visant à élargir la manière dont on percevait et dont on perçoit la question du travail et la manière dont on est amené, donc à travers des dispositifs législatifs, à la codifier. D'une manière qui, néanmoins, a beaucoup évolué avec le temps. Dans les années 2000, si je les prends d'une manière un peu globale, on est dans un contexte caractérisé par une très forte croissance, en Belgique comme en France à l'époque, une croissance de 3, presque 4% certaines années, et donc des surplus budgétaires très importants. Et on est aussi dans un contexte politique un peu particulier, celui d'une coalition entre les partis libéraux d'un côté et les partis socialistes de l'autre. C'est une énormité pour les Français jusqu'à Macron, mais c'était quelque chose de tout à fait habituel. Les coalitions pour les Belges, cette forme de coalition-là, en revanche, était une forme de coalition assez inédite. Elle n'avait plus été pratiquée depuis les années 50. Et dans ce contexte à la fois macroéconomique et politique-là, on va voir la Belgique faire, d'une certaine manière, les deux extrêmes des pratiques sociales européennes en même temps. D'un côté, on a une ministre socialiste de l'emploi qui va continuer à porter une série de réformes typiques du paradigme social-démocrate du travail et de la sécurité sociale. C'est par exemple la reconnaissance de la semaine des 38 heures, qui consacre une pratique. Ce sont des expérimentations de semaines de 4 jours. Ce sont des extensions de congés thématiques et notamment l'extension large du congé de paternité. Ce sont de nouvelles expériences de crédit temps. C'est également la fin des visites domiciliaires chez les demandeurs d'emploi, et donc un apaisement des contrôles sur les demandeurs d'emploi. Et dans le même temps, on assiste en Belgique, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays européens, à une extension et une consolidation de ce qu'on appelle l'économie sociale, c'est-à-dire une économie qui ne relève ni du champ des services publics ni du champ de l'économie privée, qui vise à permettre, en particulier dans les services à la personne, de développer un certain nombre d'activités,
de remettre par la même occasion à l'emploi des personnes qui sont assez éloignées du marché du travail, comme on dit dans le jargon, tout cela en bénéficiant d'un soutien public, puisque ça ne peut fonctionner qu'avec des réductions fiscales et avec des réductions de cotisations sociales. Ce champ de l'économie sociale ouvrant néanmoins, au-delà du fait qu'il remet dans le circuit du monde du travail un certain nombre de personnes qui n'y étaient plus, qu'il valorise socialement certaines fonctions qui ne l'étaient pas et qui, à nouveau, sont complémentaires de celles que l'on trouvait dans la sécurité sociale habituelle, a aussi pour avantage, dans les meilleurs des cas en tout cas, de mettre en avant une économie qui n'est pas indexée sur la logique du profit, et une économie dans laquelle on expérimente un certain nombre de techniques de management qui sont des techniques de management plus coopératives, plus horizontales, plus participatives que le management privé traditionnel ou que la logique hiérarchique encore dominante dans les services publics. Mais dans le même temps, en Belgique, alors que l'on avance sur l'ensemble de ces politiques qui s'inscrivent, je le disais, dans une logique social-démocrate, on fait les mêmes années, dans les mêmes gouvernements, un certain nombre de réformes qui sont typiques, au contraire, d'un modèle libéral ou d'un modèle libéral-conservateur de protection sociale, puisque on décide de mécanismes de dégressivité des allocations de chômage, avec cette idée que si les revenus de remplacement diminuent avec le temps, le demandeur d'emploi est davantage incité à chercher un emploi. On étend l'obligation pour les demandeurs d'emploi de rechercher un emploi, en particulier en l'étendant aux travailleurs les plus âgés. On renforce certains mécanismes de contrôle et d'exclusion du chômage, et on supprime la seule allocation sociale qui n'était pas une allocation sociale construite en contrepartie du travail, l'allocation d'insertion, qui avait été pensée pour les jeunes qui, entrant à l'âge d'entrée sur le marché du travail, mais qui ne trouvant pas de travail et n'ayant en principe pas droit à une allocation de chômage puisqu'ils n'avaient jamais travaillé, cette catégorie étant large, un dispositif spécifique avait été conçu pour eux dans les années 70 et il est ensuite réduit, voire enfin complètement supprimé. Depuis 2014, deuxième moitié des années 2010, il n'y a plus du tout d'ambiguïté, ou plus du tout d'hybridité, ou plus du tout de synthèse dans le modèle belge. Depuis 2014, nous sommes entrés dans une période où la croissance est fortement ralentie et où la Belgique est devenue un peu le mauvais élève de l'Europe en matière de croissance économique et en matière de taux d'emploi. Le gouvernement est devenu un gouvernement purement libéral-conservateur, donc il n'y a plus de composante progressiste dans le gouvernement. On a des partis libéraux, un tout petit parti chrétien-démocrate flamand, mais qui pèse très peu, et un grand parti nationaliste conservateur flamand. Et on assiste, d'une certaine manière, à une forme de normalisation, si je puis dire, des politiques sociales belges. Je dis normalisation, non pas en un sens normatif, mais simplement en un sens descriptif, alors que la Belgique était encore un peu une exception, qu'elle était un peu une enclave, qu'elle résistait par rapport à un esprit du temps généralisé et qu'elle n'hésitait pas à s'opposer plus ou moins directement aux recommandations qui étaient formulées par la Commission européenne dans ses orientations de politique économique. Tout cela est terminé. Aujourd'hui, la Belgique est devenue vraiment l'exemple paradigmatique des politiques libérales conservatrices en matière sociale et en matière de chômage. C'est ainsi qu'on a pu voir, et je ne vais pas vous faire un trop long catalogue, mais je cite quand même les exemples principaux. D'abord, une pression sur les salaires, avec un gel des salaires et avec ce qu'on appelle chez nous des sauts d'index. Les salaires sont automatiquement indexés en Belgique, comme à la Commission européenne d'ailleurs. Ça nous fait d'ailleurs toujours beaucoup rire quand la Commission européenne nous recommande de remettre en cause l'indexation des salaires, puisqu'elle se l'applique à elle-même. Et bien, quand on saute un index, c'est une perte nette de pouvoir d'achat pour les travailleurs. Une réforme des retraites qui anticipe les désirs de la Commission européenne également, avec une élévation de l'âge de la retraite à 67 ans, une réduction de l'accès anticipé à la retraite, une diminution de ce qu'on appelle les périodes assimilées, c'est-à-dire ces périodes de non-travail qui comptaient dans le calcul de la retraite, et l'instauration d'un système de retraite à points, c'est-à-dire en un mot commençant, un système de retraite qui est complètement indexé complètement construit comme une simple et pure contrepartie aux prestations de travail et qui s'éloigne d'une certaine forme d'universalisation qui avait pu être présente dans le passé. En complément de ceci, on trouve une réduction drastique de tous ces crédits et congés qui permettaient précisément de valoriser des activités sortant de la sphère du travail stricto sensu. On trouve une série de mesures en matière de flexibilisation du marché du travail, le passage à une semaine à 45 heures, 38 heures, mais à l'intérieur d'une semaine de 45 heures, la reconnaissance de flexi-jobs sur le modèle allemand, c'est-à-dire de petits jobs complémentaires
que ne peuvent faire que les personnes qui ont déjà un emploi, mais qui leur permet d'avoir un complément de revenus défiscalisé, une réforme de la formation professionnelle qui est de moins en moins inconditionnelle et de plus en plus liée à ce qu'on appelle les métiers en pénurie, la définition de ces métiers en pénurie étant laissée à l'intégrale discrétion des employeurs, et donc ramenant là aussi fortement les politiques aux objectifs fixés par les employeurs, une rationalisation de tous les dispositifs d'aide à l'emploi qui réduit également le soutien au secteur non marchand et au secteur associatif, un renforcement des contrôles sur les demandeurs d'emploi et sur les allocataires sociaux, une marchandisation du bénévolat qui n'est pas encore terminée, mais l'idée de rémunérer, de permettre aux bénévoles de bénéficier d'un salaire mensuel de 500 € non fiscalisé, alors qu'aujourd'hui, le bénévolat est un vrai bénévolat, ça reviendrait à une forme de marchandisation du bénévolat, et tout cela se faisant, vous le comprendrez aisément, dans un dialogue social qui est largement grippé et dans une contestation permanente du mécanisme typiquement belge de gestion paritaire de la protection sociale. C'est donc bien une normalisation dans le sens où l'Europe rejoint un modèle allemand, un modèle porté par les conservateurs un peu partout en Europe, et un modèle qui est largement celui porté par les recommandations de la Commission européenne, un petit peu moins aujourd'hui qu'il y a quelques années, mais tout de même encore très fortement. Mais c'est aussi et surtout la remise en cause fondamentale du caractère tripartite du pacte social fondateur. Le pacte social de l'après-guerre, en Belgique comme dans beaucoup d'autres pays européens, qui vient consolider et étendre les éléments de politique sociale qui avaient été construits dans les politiques antérieures, dans les décennies antérieures, il reposait sur l'idée que les trois parties avaient tout à la fois des droits et des obligations. Le travailleur a le droit à un travail et un certain nombre de prestations sociales s'il n'en a pas, mais il a par ailleurs le devoir de se former et d'être disponible sur le marché du travail. L'État a le devoir d'offrir ses prestations sociales et de construire des politiques macroéconomiques qui favorisent le plein emploi, mais il a en contrepartie le droit de prélever des cotisations sociales pour le compte de la Sécu et des impôts. Et quant à l'employeur, il avait le droit d'exiger un certain nombre de choses des travailleurs et un certain nombre de soutiens de l'État, mais en contrepartie, le devoir d'offrir, de construire des postes de travail et d'offrir des possibilités de formation pour que les travailleurs potentiels puissent répondre à ces postes de travail. Ça, c'était la logique tripartite, en quelque sorte, du pacte social, où les droits et devoirs des trois parties étaient globalement équilibrés. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout de logique tripartite, puisqu'il y a une orientation qui est celle de la philosophie ou de l'idéologie, chacun choisira son terme, de l'activation et de l'employabilité. Il faut rendre les gens employables, il faut donc activer les dispositifs de protection sociale, et tout cela pour qu'ils répondent aux besoins du marché du travail. On ne dit pas le monde du travail, mais on dit le marché du travail, besoins qui sont définis intégralement par les employeurs et qui sont consacrés par le gouvernement conservateur. Ce qui est préoccupant dans tout ça, et ce sera ma conclusion, puisque j'ai vraiment essayé de rester dans le... Je suis à 21 minutes, donc j'en prends encore une et demie pour terminer. Ce qui est préoccupant dans tout ça, c'est pas seulement que c'est la remise en cause d'un patrimoine juridico-social et politique qui avait résisté jusqu'ici aux alternances politiques. Que l'on ait eu des gouvernements de centre-gauche ou des centre-droit ou des gouvernements transversaux, il y avait évidemment eu des ajustements à la marge, il y avait évidemment eu des inflexions en fonction des alternances, mais il y avait tout de même un socle de pacte social qui faisait l'objet d'un très large consensus et qui n'était jamais fondamentalement remis en cause. Aujourd'hui, ce socle est fondamentalement remis en cause et remplacé par une philosophie très largement différente du travail et de la protection sociale. Mais ce qui est plus préoccupant encore, c'est que, d'un point de vue théorique, on pourrait très bien se dire, ou d'un point de vue philosophique, on a le droit de changer de modèle social. On a le droit, et même peut-être qu'on a l'obligation, de le faire évoluer en fonction de l'évolution de la société et des attentes sociétales. Or, ce que l'on observe en Belgique, que ce soit à travers les messages portés par les organisations syndicales, que ce soit à travers des enquêtes, des vastes enquêtes sociales, des vastes enquêtes psychosociales, des enquêtes menées également par des journalistes, c'est que les attentes sociétales, elles, restent inscrites du côté d'une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, que les demandes de réduction du temps de travail continuent d'être fortement exprimées,
que l'aspiration à mieux encadrer les nouvelles formes de travail, toutes les formes de travail de l'économie dite collaborative, qui est en fait une économie de soustraction aux règles du droit social et de la sécurité sociale, ces demandes d'encadrement, elles sont très fortement exprimées, qu'il s'agisse d'Uber, qu'il s'agisse de toutes les sociétés qu'on dit start-up, c'est plus chic, qui distribuent des repas des restaurants vers les particuliers, que des nouvelles formes de sécurisation sont fortement demandées, qu'il y a un débat assez vaste, par exemple, sur la question du revenu de base, et que les maladies professionnelles sont en explosion, et en particulier qu'elles soient physiques ou qu'elles soient psychiques. Et donc, même si on fait abstraction, à un moment donné, d'un cadre d'analyse qui est politiquement marqué, on ne peut que constater une forme de divorce, en quelque sorte, entre les politiques telles qu'elles sont menées et les attentes sociétales, divorce qui se traduit par des pathologies sociales, et notamment l'explosion des maladies professionnelles, qui en sont la meilleure démonstration. C'est la raison pour laquelle je pense que nous aurons bien besoin de réouvrir et de repenser les solidarités européennes et de chercher des exemples dans lesquels sont mieux prises en compte ces aspirations au sens à l'intérieur du travail et à de nouvelles protections qui renouvellent le pacte social originel. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, cher Paul Magnette. On va peut-être prendre un petit temps de discussion sur votre exposé avant d'entendre les deux suivants. En vous écoutant, je me demandais ce qui, dans votre exposé, relevait de modifications d'équilibre politique interne, puisque vous nous avez dit qu'il y avait un changement dans les majorités politiques, et puis ce qui peut relever d'un alignement, vous avez parlé de normalisation, d'un alignement sur la doxa portée par l'Union européenne en matière de marché du travail, parce que le tableau que vous nous avez dressé est tellement on pourrait le superposer à ce qui se passe en France. Donc, de ce point de vue, c'est à peu près terme à terme. On a l'impression que c'est le même programme qui est développé. Donc, ma première question, c'est de savoir quel est l'équilibre. Est-ce qu'au fond, les majorités qui ont porté au pouvoir des gouvernements qui faisaient leur ce programme ne traduisent pas, d'une certaine manière, une adhésion démocratique à ces orientations? Et si ce n'est pas le cas, quelles sont les possibilités, vous avez employé le mot résister, de résistance au niveau des États? Nous avions organisé ici, il y a deux ans, je crois, Fernando avait participé, quelque chose sur le rôle qu'ont pu jouer un certain nombre de cours constitutionnels qui sont opposés à la mise en œuvre de mesures dictées par la Troïka qui débordaient de loin le champ de compétences de l'Union européenne. Et évidemment, vous savez que votre nom est attaché à un autre type de résistance qui était liée à la conclusion des accords de commerce transatlantique, dont je rappelle brièvement pour le public, il y avait deux accords à l'époque qui étaient en négociation, l'un avec les États-Unis qui a disparu parce que le président Trump a rompu avec cette politique des grands accords, aussi bien d'ailleurs l'accord transatlantique que l'accord transpacifique. Et il y en avait un autre avec le Canada. Et les débats d'ailleurs sur ces deux accords n'ont pas porté sur les mêmes points. L'accord transpacifique, c'était sur ce qui a vraiment focalisé les crispations, c'était sur les patentes des industries pharmaceutiques américaines qui voulaient, à la faveur de cet accord, se donner une sorte de rente perpétuelle. Donc il y avait une grande critique sur ces politiques. Et dans le cas des accords transatlantiques, les critiques se sont focalisées très vite sur le rôle attribué aux organismes d'arbitrage qui sont prévus dans cet accord. Alors finalement, ces organismes d'arbitrage qui consistent à dire que l'accord garantissant les droits d'un investisseur, on ne doit pas avoir une modification de législation qui lui ferait perdre une espérance légitime de gain sans une indemnisation qui sera évaluée par des arbitres qui étaient des arbitres privés dans la plupart des accords existants.
Et il y a des cas où même des entreprises qui n'avaient fait aucun investissement ont quand même touché de l'argent. Il y a en disant j'ai perdu une espérance. Donc la perte de l'espérance pouvait se transformer en monnaie. Alors, sur l'accord, sur le CETA, il y avait plusieurs aspects. Il y avait des aspects environnementaux et puis il y avait des aspects sur les règlements des litiges. Parce qu'on voit bien qu'à ce moment-là, il y a une perte de l'accès aux juges. Ça pourrait poser des problèmes même par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme. Et c'est un processus qui est déjà très étendu à l'intérieur même de l'ordre juridique américain, où les clauses d'arbitrage se sont généralisées, y compris dans des contrats de consommation courante, et ça vient d'être validé par la Cour suprême des États-Unis, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas saisir le juge pour attaquer un major. C'est pour éviter les actions de groupe. Alors, ma question, c'est de savoir quels sont, d'après vous, les points de résistance qui pourraient permettre de faire bouger la machine bruxelloise. Alors, bruxelloise, c'est en plus, c'est chez vous, hein, pour réenclencher des dynamiques démocratiques dans le cadre de l'Union européenne. C'est rappel à l'ordre démocratique. Parce que ce qui s'est passé autour du CETA a été vécu comme cela, je crois, bien au-delà de la Belgique, dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Excusez cette trop longue question, mais je pense que tout le monde se la pose en vous écoutant. Je vais répondre directement à celle-ci. Alors, ce sont de très bonnes questions et complexes. C'est toujours difficile de savoir si ce changement de cours politique est endogène, s'il est l'effet d'une européanisation spontanée ou s'il est l'effet d'une diffusion de normes qui est portée par des institutions. Je pense que c'est les trois à la fois, dans un degré qui n'est pas simple de mesurer, mais pour avoir pu comparer la période antérieure à 2014 et la période postérieure à 2014, on peut mesurer les variables qui ont changé d'ici là. Alors, il y a incontestablement une alternance politique qui fait que si vous passez d'un gouvernement centriste à un gouvernement de droite, assez logiquement, le cours qui va être choisi est celui de tordre vers la droite l'ensemble de ces politiques sociales et l'ensemble de ces politiques liées au monde du travail, avec toujours quand même le vernis de la rhétorique selon laquelle tout ça est fait pour sauver la protection sociale, parce que pour sauver la protection sociale, il faut des entreprises compétitives, etc., etc. Donc il y a quand même une espèce de... C'est l'hommage du vice rendu à la vertu, en quelque sorte. Il faut quand même pouvoir dire qu'il faut préserver la protection sociale. Donc là, clairement, il y a un élément d'alternance qui est incontestable. À côté de ça, on ne peut pas le réduire à ça. On pourrait parler aussi du cas français, je ne le ferai pas ici par courtoisie, mais que dans le cas belge, pour me limiter à ça, avant même cette alternance, il y avait, j'ai essayé de le dire mais rapidement tout à l'heure, déjà un certain nombre d'inflexions dans ce sens-là, qui pouvaient être le fait des composantes libérales des coalitions gouvernementales, mais qui étaient parfois le fait aussi de certaines composantes socialistes. Et en particulier dans le cas belge, le Parti socialiste flamand, puisque nous avons la particularité d'avoir deux partis pour chacune des familles, entre flamands d'un côté et francophones de l'autre, avait subi une influence extrêmement marquée du modèle de la troisième voie, du modèle blairiste, et avait totalement intégré l'idéologie de l'activation, de l'employabilité, de la nécessité donc de changer, de ne plus considérer les droits sociaux comme des créances dont les travailleurs bénéficient vis-à-vis de l'État ou de la protection sociale, mais de droits qui avaient en contrepartie un certain nombre d'obligations et qui devaient donc obligations qui devaient être activées. L'idée de l'employabilité était aussi très très répandue. Donc il y a aussi un phénomène de diffusion des idées jusque et y compris dans des formations politiques de gauche. Il y a une troisième composante qu'on mesure moins souvent, mais qui, à mes yeux, est extrêmement importante, c'est le rôle que l'on fait jouer aux organisations représentatives des travailleurs. Dès qu'elles sont présentes dans le dispositif décisionnel, c'est-à-dire en Belgique, quand on a de grands accords qui sont basés sur un dialogue social et sur une décision tripartite, patronat, syndicats et représentants du gouvernement, on voit qu'il y a une capacité de résistance qui est beaucoup plus forte. Et des études de l'OCDE l'ont montré d'ailleurs récemment. Chaque fois qu'en revanche, les organisations syndicales sont sorties du processus de décision et que le gouvernement dit on n'y arrive pas dans une logique de concertation, donc je vais le faire par la loi, eh bien, on observe qu'il y a un certain nombre d'inflexions politiques et on observe d'ailleurs de manière presque mécanique, des études de l'OCDE l'ont montré, des augmentations des inégalités. À côté de ça, il y a la pression européenne, qui paradoxalement, un peu le paradoxe, mais peut-être que M. Vasquez aura une opinion différente de la mienne, il a vu ça de l'intérieur plus que moi,
Paradoxalement, mon impression, c'est que la pression européenne s'est réduite, mais qu'elle est néanmoins devenue plus efficace. C'est-à-dire que quand on lit les recommandations de la Commission européenne sous Olli Rehn, l'ancien commissaire aux affaires économiques, un libéral finlandais extrêmement pointu, elles étaient très, très invasives. Recommandaient très clairement à la Belgique de changer l'âge de la retraite, recommandaient de remettre en cause le mécanisme d'indexation des salaires, ce qui était une interprétation abusive des traités européens, mais je parle sous le contrôle d'un membre de la Cour de justice de l'Union européenne, puisque ce sont a priori uniquement des recommandations et que la Commission n'a pas à dicter aux États membres la manière dont ils doivent atteindre leurs objectifs en matière de politique économique. Ça c'est la philosophie du droit européen depuis très longtemps, c'est que si on veut faire ça, on fait des règlements, mais que pour le reste, on agit par directive, c'est-à-dire qu'on donne des objectifs communs, mais chacun choisit les moyens qui sont appropriés à sa tradition nationale pour atteindre cet objectif. La Commission allait très au-delà de cette logique de subsidiarité et recommandait très en détail les politiques à mener au gouvernement. À ce moment-là, il y a eu certaines résistances. Depuis qu'elle a assoupli ses recommandations, c'est-à-dire qu'elle est moins intrusive, elle est plus prudente politiquement, elle formule ses recommandations en des termes beaucoup plus généraux, il y a comme une forme d'intériorisation, si je puis dire, de ces recommandations par un certain nombre de gouvernements, et c'est certainement le cas du gouvernement français autant que du gouvernement belge. Les mécanismes d'arbitrage, ils ont suscité des craintes très fortes et ils ont été vraiment au cœur du débat sur le CETA, mais sur l'ensemble des traités commerciaux en Belgique, parce qu'ils ont été perçus comme une épée de Damoclès de plus sur le droit social, d'une manière générale. Aujourd'hui, le droit social est déjà fortement sous pression, pour des raisons d'équilibre budgétaire de la sécurité sociale, en partie, pour des raisons de pression européenne et de pression idéologique. Mais la crainte était ici qu'on ait une espèce d'arme de destruction massive du droit social à travers les mécanismes d'arbitrage. Puisqu'effectivement, cette notion, en anglais on dit d'expected profits, de profit escompté, pouvait conduire certaines entreprises à dire vous avez changé votre loi, par exemple, en matière de temps de travail, ou vous avez augmenté les protections des travailleurs en matière d'ergonomie, par exemple. Ceci augmente mes coûts dans la production sur votre territoire national, donc je perds un profit que j'escomptais, et donc j'ai le droit de demander une indemnisation de ce profit que j'ai perdu. Alors c'est un peu tiré par les cheveux, comme raisonnement. Il n'y a pas de cas largement connus et largement documentés, mais l'expérience enseigne également que très souvent, on laisse passer un traité avec une clause en disant « oui, mais enfin, quand même, non, ça ne pourrait pas conduire à tel et tel effet », et puis 5, 10 ou 15 ans après, on en voit tout l'effet corrosif. Et donc, éclairé par des exemples antérieurs, toutes les directives européennes en matière de libéralisation des services publics notamment, et une série d'autres programmes comme ceux-là, l'opinion publique mobilisée, éclairée, notamment les experts dans le monde syndical et dans le monde des organisations non gouvernementales, ont tiré la sonnette d'alarme en disant si ce type de dispositifs sont mis en place, si donc des mécanismes d'arbitrage privés, qui sont des juridictions d'exception, composées d'avocats, que ne peuvent saisir que les entreprises, les particuliers, les consommateurs, les syndicats ne peuvent pas saisir ces mécanismes d'arbitrage. Et donc ce sont des juridictions spécifiques au profit des entreprises à l'encontre des États et qui pourraient conduire, si on mène le raisonnement jusqu'au bout, à mettre les gouvernements sous pression lorsqu'elles changent leur législation en matière sociale, en matière de droit du travail ou en matière de droit de l'environnement. Et donc ça a été effectivement un des éléments de l'inquiétude, ce qui a conduit la Belgique à faire une demande d'avis auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. On attend d'ailleurs la réponse avec beaucoup d'impatience, que nous avons formulée non pas sur le plan substantiel, mais sur le plan formel, dans les termes à peu près ceci, enfin le mémoire fait une centaine de pages, mais si je le résume, la question qui est posée à la Cour de justice de l'Union européenne, c'est est-ce que de tels mécanismes sont compatibles avec les principes du droit européen ? De tels mécanismes pourraient amener à ce qu'à certains moments, si une entreprise attaque une loi nationale qui est la transposition d'une directive européenne, on aurait donc des juridictions privées qui seraient amenées à interpréter des directives européennes. C'est, à mon sens, une remise en cause fondamentale du monopole de l'interprétation du droit par la Cour de justice. Et donc j'espère que la Cour de justice, justement jalouse de son privilège d'interprétation du droit européen, considère qu'on ne peut pas accepter de tels mécanismes comme compatibles avec l'ordre juridique communautaire. Il y avait une question de
Juste une petite remarque, votre sous-titre est « La Belgique, ça rime au modèle allemand ». Et vous parlez en effet dans une situation où le modèle allemand, ça rime à la Belgique, tandis que la Belgique dit au revoir à son modèle. Non, parce qu'on commence un salaire minimal. En Allemagne, on commence le droit du part-time au plein temps. On commence à une nouvelle vague de congés pour formation, pour parenté, pour soins dans c'est-à-dire il y a la contrepartie, même sous la grande coalition avec les conservateurs. Mais je voulais demander une chose. Vous ne parlez pas du tout du partage du marché du travail. Je suis sûr que votre seconde étape était déjà segmentée entre les bienfaisants et les pauvres. Parce que vous avez donné des exemples social-démocrates, c'est 3-5 heures, congé, créditant et tout ça. Je connais et étudie ça parce que c'est une source d'inspiration pour nous en Allemagne. Mais du Parti libéral, vous dites l'assurance chômage, location d'insertion et ça. Je pense que le vrai problème de nos deux modèles est le clivage parmi les travailleurs. Il y a une partie qui est vraiment protégée et il y a le précariat croissant. Et ne faisons pas de cette contraposition parce que c'est, à mon avis, le même. Pardon. Oui, vous avez raison sur le fait qu'il y a une inversion des courbes, en quelque sorte. C'est vrai que quand j'ai envoyé le titre il y a déjà quelques mois, on était au balbutiement de l'augmentation du salaire minimal et pas encore entré dans les nouvelles politiques qui ont été portées suite à quelques avancées, notamment des grands syndicats du métal en Allemagne. Et effectivement, il y a comme un effet de vase communicant. Je pensais bien sûr à ce que l'on a appelé le modèle allemand des lois Hartz, de la flexibilisation du marché du travail, etc., qui a été une source d'inspiration très, très directe. Schröder a été une source d'inspiration très directe des sociodémocrates flamands et ensuite même, paradoxalement, des libéraux et des conservateurs. Mais on observe en tout cas une inflexion du côté allemand et ce serait intéressant de voir jusqu'où elle va et si ce phénomène d'européanisation des politiques sociales peut aussi aller dans ce sens-là. Et si on peut voir des expériences allemandes positives au sens social-démocrate du terme, se diffuser, être imitées, être reproduites, notamment en termes de participation des travailleurs au sein de l'entreprise, mais aussi à travers tout le mécanisme de formation et d'emploi par alternance, etc., qui sont des éléments, d'autres éléments du modèle allemand qui peuvent présenter un intérêt pour d'autres pays membres de l'Union européenne. Et puis pour le reste, oui, vous avez raison, l'un des problèmes fondamentaux, c'est la stratification à l'intérieur du monde du travail. Même si je pense parfois qu'on en exagère, je pense qu'on en exagère souvent la portée. Quand on regarde par exemple la structure des salaires en Belgique, 75% des salaires sont dans une échelle qui est assez faible. Et puis ensuite, on a une explosion du dernier quart qui, lui, est relativement privilégié. Et donc, les formes de privilèges sont très différentes. Il y a des privilèges en termes de statut, il y a des privilèges, pas ça des privilèges, mais des droits liés au statut, il y a des droits liés à la rémunération, il y a des droits liés à une certaine souplesse dans l'organisation du travail, mais ça ne conduit pas à une dualisation simple du marché du travail, ça conduit plutôt à une complexification très importante du marché du travail. Et j'avais, ici, je n'ai pas voulu faire de recommandations, mais j'avais dans d'autres publications plaidé pour un statut unique. Je suis très frappé de voir effectivement combien, dans le dialogue social lui-même,
le fait qu'il y ait un statut public et un statut privé, qu'à l'intérieur du statut privé, on ait des droits attachés aux contrats à durée indéterminée qui n'existent pas dans les contrats à durée déterminée, qu'on ait ensuite une série de sous-statuts qu'on est en train de renforcer avec les mini-jobs, etc., etc. Combien tout ceci contribue à affaiblir la capacité de concertation sociale, parce que tout ceci divise le corps des salariés, et ça, c'est l'autre tendance lourde, en revanche, qui est assez frappante, c'est que le salariat ne s'est jamais aussi bien porté. C'est 85% de la population active en Belgique, je pense que c'est à peu près les mêmes chiffres en France, donc on n'assiste pas à une forme de retrait de travail salarié vers du travail indépendant. Au contraire, le salariat ne s'est jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui, mais à l'intérieur du salariat, il y a une certaine forme de diversification des statuts qui conduit souvent, et je souvent citer les écrits de Bruno Trentin, un grand sociologue, syndicaliste et sociologue du travail italien, qui montrait comment cette diversification des statuts à l'intérieur du monde du travail conduisait à ce que les avancées sociales profitent toujours aux minorités les plus fortes à l'intérieur du monde du travail, et non pas à la majorité du monde du travail. Et donc je crois qu'une vraie revendication progressiste serait de plaider pour un statut unique qui efface les différences entre ouvriers et employés, public et privé, CDD, CDI, etc., et qui permettent que ces 85% qui forment le corps du salariat puissent alors avoir des revendications plus homogènes. Merci beaucoup. Vous voyez la complexité des recours au droit comparé, puisque en France aussi, on s'arrime au modèle allemand, mais plutôt côté loi Hartz que côté Mitbestimmung. Donc, je vois, on retient de l'étranger ce qui arrange dans le débat que l'on a au moment où on l'a. Merci encore, Paul Magnet. Donc, nous allons continuer notre tour d'horizon. Et je vais passer la parole maintenant à Monsieur le Président Marek Safian, qui est professeur de droit à l'Université de Varsovie. Enfin, il n'y exerce plus maintenant. Il a présidé ensuite le tribunal constitutionnel de la Pologne de 1998 à 2006. Et il est actuellement membre donc de la Cour de justice de l'Union européenne. Il est l'auteur de nombreuses publications qui concernent principalement les questions de droit civil. Et je vous passe la parole pour nous parler. Le sujet que vous avez choisi m'a rappelé ma jeunesse. Et l'époque où la solidarité était portée comme une promesse d'émancipation, puisque ce sujet, c'est l'idée de la solidarité européenne dans le pays de Solidarność, d'où viennent les hésitations des Polonais. Donc, je vous donne la parole en vous remerciant encore d'être venu parmi nous en dépit de vos obligations nombreuses.